Bonjour, merci d'être avec nous pour ce troisième débat des élections départementales consacrées à la Côte d'Or. Un conseil général dirigé depuis longtemps par la droite, l'UMP puis l'UDI avec François Sauvadet depuis 2008. Un débat que nous vous proposons en partenariat avec le Bien Public et son spécialiste politique Cyril Bignou est avec moi. Bonjour Cyril. Bonjour Lilian. Et chez vous, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sur ce plateau, donc avec nous, pas de président du Conseil général de Côte d'Or malheureusement, puisque François Sauvadet n'a pas souhaité modifier son emploi du temps. Pour participer à ce débat, il est donc représenté par l'UMP Emmanuel Bichot. Bonjour. Bonjour. Colette Popard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère sortante et candidate pour le Parti socialiste. Édouard Cavin pour le Front national, bonjour. Bonjour. Isabelle de Almeida représente ici le Parti communiste, bonjour à vous. Bonjour. Et Dominique Grimpret, candidat pour le MoDem. Bonjour. Bonjour, je précise que vous êtes tous candidats sur des cantons différents, mais que nous allons débattre au niveau du département. Et les cantons, justement, c'est un des changements de cette élection avec un redécoupage. Vous le voyez sur cette carte, il y avait 43 cantons, il n'y en a plus que 23 qui auront chacun un binôme de conseillers départementaux, un homme, une femme, ce qui fera au final plus de conseillers dans l'hémicycle, 46. Et avant de nous pencher sur la suite, c'est le moment d'examiner le bilan de la majorité sortante. Emmanuel Bichot, c'est vous qui la représentez sur ce plateau. De quoi êtes-vous fier? Que regrettez-vous? Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis fier d'évoquer ce bilan parce que c'est un bilan d'un travail depuis 2008, engagé depuis 2008. Nous avons travaillé pour tous les Côtes d'Oriens et pour tous les territoires de la Côte d'Or. Nous avons eu une politique pour la justice et pour l'équilibre. Et nous avons voulu que cette politique se fasse autour d'une métropole forte et de territoires vivants. Voilà un petit peu les axes que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé. Donc nous avons mis en place des contrats Ambition Côte d'Or avec tous les territoires, 28 contrats. Ces contrats sont en cours d'exécution. Celui de l'agglomération dijonnaise, d'ailleurs, est très avancé, puisque c'était le gros morceau. La moitié de l'effort a porté sur l'agglomération dijonnaise, l'autre moitié sur les autres territoires de la Côte d'Or. Pour illustrer ce que je venais de dire sur cet équilibre entre la métropole forte et les territoires vivants. Nous avons aussi voulu avoir une politique de proximité, avec des espaces solidarité famille, 38 sur le territoire, avec 47 collèges public, aucun n'a été fermé sur les territoires de la Côte d'Or, sinon un redéploiement au sein de Dijon même. Nous avons aussi 33 centres routiers, donc une gestion de proximité. Et nous avons voulu aussi une politique envers les familles, avec le ticket Côte d'Or, 1,50 €. Quelle que soit la distance parcourue sur le territoire de la Côte d'Or, on peut monter dans le bus à Dijon, descendre à Châtillon, c'est toujours 1,50 €. Le tarif unique à la cantine, donc 3,10 € par repas pour toute la Côte d'Or, et les transports scolaires gratuits, ce qui ne concerne plus qu'une quinzaine de départements en France. Voilà en gros les points de bilan dont nous sommes fiers, les grands investissements aussi sur les infrastructures, la Lino, le TGV Est, la liaison Dijon-Is-sur-Tille, le musée au Parc Alésia. Non, mais je me permets de résumer notre bilan. Et tout ça avec une dette parfaitement maîtrisée qui diminue depuis 2 ans, parfaitement saine avec 0 emprunt toxique. Et donc voilà notre bilan. Et une fiscalité, je le dis tout de suite, dans la moyenne de la Bourgogne et inférieure à la moyenne de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour les 8 départements concernés. Ça fait beaucoup de sujets sur lesquels les autres invités vont avoir envie de s'exprimer. Oui, Madame Popard, une politique équilibrée de la part de la majorité départementale. Pour vous, quel est le bilan? Non, c'est pas une politique équilibrée. Et j'en veux pour preuve que le Conseil général, le vieux Conseil général, puisque maintenant ça va être le Conseil départemental. Voilà, qu'on s'entende sur le nom, mais... Voilà. Le Conseil général a déserté, j'allais dire, ses compétences propres pour donner des subventions dans d'autres domaines qui ne sont pas ses compétences. Ça, c'est le premier point. Je vous donne quelques chiffres quand même, parce que enseignement, collège, on en parlait tout à l'heure, moins 71%. Action sociale, moins 54%. Personnes âgées, investissement, moins 78%. Total sécurité, SDIS, les pompiers, ce qui est très important pour le territoire, moins 46%. Ce que je peux regretter, moi, en tant qu'élu au Conseil général depuis 2001, c'est de voir, et surtout sous la présidence de M. Sauvadet, c'est de voir que l'agglomération, tout le territoire de l'agglomération, y compris Dijon, a été exclu de la plupart des aides du Conseil général. Des exemples, les crèches,
ne sont plus subventionnés par le Conseil général à Dijon et dans l'agglomération. Les logements à loyer modéré, les PLAI, ceux qui sont accessibles aux plus démunis, ne sont plus subventionnés par le Conseil général, alors que le budget du Conseil général est alimenté par 50% de la population qui réside dans l'agglomération. Donc, ce n'est pas une juste redistribution. Et puis, juste pour parler de la dette, excusez-moi du peu, mais c'est une dette qui explose. Vous avez plus de 314 millions d'euros par habitant. Au total, par habitant, ça fait 424 euros, excusez-moi, en 2008, 600 euros en 2013. Et vous me dites que la dette est maîtrisée. Puis je ne parle pas de la fiscalité. On va plus y venir 25% aussi, ouais. depuis 2008. On va y venir aussi. Dominique Grimpret. Oui, non, juste une intervention déjà avant de commencer le débat. Je voudrais faire un constat et émettre un petit regret. C'est-à-dire que nous allons parler du département de la Côte d'Or et puis à cette table, en dehors de moi, on n'a que des élus dijonnais ou citoyens dijonnais. Je regrette, je ne leur reproche pas d'être là, bien entendu, au contraire. Je regrette qu'il n'y ait pas quelques élus représentant les territoires ruraux de notre département. Par rapport à l'action du Conseil général passé, moi, je n'étais pas élu, donc je suis qu'en tant que citoyen. Et la chose que je retiens de l'action passée, c'est quand même les fameux 12% d'augmentation il y a 2 ans de taxes foncières qui permettent, qui était un coup politique, qui permettent aujourd'hui quand même à M. Sauvadet de dire qu'il n'augmente pas les impôts en période électorale. Voilà. Après, pour le reste, le Conseil général a des missions, il doit les assumer, il doit avoir des ressources, et il est normal qu'il faille quand même aussi voir du côté des impôts comment on peut avoir des ressources. Monsieur Cavin, votre analyse du bilan ? Écoutez, moi c'est un bilan très très contrasté que j'ai fait. Il y a eu une note de BFM, je pense que tout le monde l'a lu, donnant quelques chiffres très intéressants. Sur la gestion des départements, sur c'est la un gestion classement des départements les mieux gérés. Voilà, un palmarès avec les 100 départements français. Et on y apprend que la Côte d'Or est à peu près 50e. 47e. 47e, voilà, donc on ne peut pas dire que c'est ça le soit... milieu de tableau. Hein, Voilà, c'est le milieu de tableau, mais comme la plupart des départements français sont particulièrement mal gérés, c'est un palmarès qui est tourné à l'envers, en fait. C'est un palmarès qu'on entend beaucoup, puisqu'on a déjà fait Lyon et la Nièvre, et que Lyon et la Nièvre sont en queue de classement, donc on en a déjà beaucoup Exactement. Concernant les impôts, on voit dans ce palmarès que la Côte d'Or est 83e. Donc c'est quand même énorme, c'est le bas de l'échelle, c'est les impôts beaucoup trop élevés pour notre territoire. Concernant la dette, la Côte d'Or est 59e avec 607 euros par habitant, ce qui est gigantesque. Donc non, la gestion du Conseil général de Côte d'Or est assez dramatique. Je crois qu'il faut le signaler et qu'il faut impulser des changements de fond. Vos remarques portent plus sur la dimension financière et fiscale que sur les compétences et sur l'action. C'est-à-dire que je faisais un bilan précis, chiffré. Si vous voulez, on peut on va y venir, oui, tout à fait. Oui, on va y venir. la suite. Isabelle de Almeida. Oui, moi, en écoutant M. Bichot, on a l'impression que tout va très bien en Côte d'Or pour les habitants. Voilà, un bilan, évidemment, qu'il dresserait positivement. Par contre, moi, j'entends pas M. Bichot dire qu'il y a eu une baisse de dotation de l'État à la collectivité locale, le département de Côte d'Or, comme dans d'autres départements et d'autres collectivités locales. Et je pense que ça pèse aussi sur l'ambition qu'on peut avoir pour la politique au plus près des Côtes d'Oriens. Et puis quand même, dans les coupes budgétaires, moi j'ai quand même entendu et suivi et soutenu faire des coupes budgétaires aujourd'hui dans la prévention spécialisée, où on accompagne justement la mission du personnel et d'accompagner les jeunes en difficulté. Je trouve quand même que c'est un très très mauvais choix. Il faudrait mieux plutôt appuyer les projets des jeunes, appuyer aussi les missions locales qui les accompagnent. Je pense que ça serait un peu meilleur. Et sur la tarification, on parlait de la cantine, le tarif unique. En même temps, je pense que la tarification sociale qui pourrait être mise en place permettrait justement peut-être d'abaisser le tarif de cantine pour les personnes les plus pauvres quand on voit le taux de pauvreté qui augmente dans notre pays, dans notre département. Je pense aussi qu'une des revendications, moi, que je mets aussi au sein de ce débat-là, c'est qu'il y a eu des transferts de compétences depuis 2003-2004 de l'État au département, notamment si je prends le RSA, l'APA. C'est un peu jargon pour les gens, et la compensation n'est pas faite par l'État. Ça fait plusieurs milliards d'euros qui manquent dans les caisses pour compenser ces prestations qui sont des prestations de solidarité obligatoires. Donc je pense que moi j'entends pas ce matin, pour le moment, cette revendication qu'on puisse assumer correctement et pleinement les besoins des populations, que ce soit en Côte d'Or comme ailleurs. Emmanuel Bichot, tout le monde a donné son avis. Il y a un point sur lequel vous serez sûrement d'accord avec Isabelle de Almeida, c'est la baisse des dotations. Là-dessus, vous serez d'accord?
Complètement d'accord. Moi, je souhaite en parler, je dirais, quand on va regarder l'avenir, aborder un petit peu le projet des uns et des autres. Bien évidemment, nous sommes touchés de plein fouet par la baisse des dotations de l'État, qui a commencé déjà en 2014, mais qui s'amplifie sur 3 ans, 2015, 2016, 2017, moins 20%. Donc des dotations de l'État pour les collectivités locales. Votre parti demande la même chose, c'est-à-dire de baisser même encore plus les dotations aux collectivités locales, et donc avec des plans d'austérité drastiques, puisque je crois que c'est peut-être plus de 100 milliards d'économies que vous prévoyez. Écoutez, rappelez-vous que Nicolas Sarkozy avait évoqué de baisser, dans le cadre d'économies générales, alors qu'aujourd'hui les économies ne portent que sur les dotations aux collectivités locales, dans le budget de l'État. Nicolas Sarkozy avait évoqué moins 10 milliards d'euros. Moi, j'aimerais bien. Avec François Hollande, on en est à moins 14 milliards d'euros pour quelqu'un qui avait juré à Dijon, au mois de mars précédant les élections présidentielles. C'est très intéressant tout ça, mais on est qu'il ne baisserait pas les dotations aux collectivités aujourd'hui locales. sur un débat Donc, départemental. bien évidemment, on parle de ce qui va être fait au Conseil général. Alors moi, je veux bien, à chaque fois que quelque chose ne va pas et qu'on vous pose une question, vous vous dégagez sur l'État. L'État a baissé ses subventions, point. Parlez-nous aujourd'hui de ce que vous faites des impôts des Côtes-d'Oriens. Moi, je peux vous en parler de ce que vous en faites. Moi aussi. Aujourd'hui, par exemple, les routes, ça, c'est le mode de scrutin qui était avant. On expliquera tout à l'heure que le mode de scrutin va changer. On va essayer. Mais sauf qu'on avait, par exemple, sur 43 conseillers généraux, il y avait 8 conseillers généraux de l'ensemble de l'agglomération. Il y en a, le reste, c'est 33, si mes souvenirs sont bons, sur l'ensemble le reste du département. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez saupoudré, et c'est vous, Monsieur Bichot, qui êtes responsable, parce que vous êtes rapporteur du budget. C'est vous qui êtes responsable de la politique du Conseil général aujourd'hui. Donc il va falloir que vous assumiez. Vous avez saupoudré un peu partout. Vous voulez que je vous donne un exemple? Ça s'appelle la proximité. D'ailleurs, dans ce qui a été dit tout à l'heure sur le budget du Conseil général, on a pris la moyenne sur l'ensemble des compétences. Mais quand vous regardez les routes, ça a énormément baissé le budget. Le budget des routes a énormément baissé. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'investissement était porté sur Alésia. On va en parler tout à l'heure. Et sur les routes, un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Aujourd'hui, 965 km de routes ont été refaites sur la circonscription de M. Sauvadet, président du Conseil général. Sur 1164 de fait. C'est pas du saupoudrage, ça? C'est quoi? Ça appelle une réponse, Emmanuel Bichot, puis les autres après vont nous dire ce qui considère comme prioritaire au sein des actions du Conseil général. Moi, si vous voulez, Madame Popard débite des chiffres, mais je ne sais pas d'où elle les sort depuis le début de ce débat. C'est une simple. Je vous les donne, mes sources après. Je resterai là. Vous n'avez jamais les bons chiffres. Je voudrais simplement dire, parce qu'il faut que ce débat soit digne et éclaire nos concitoyens sur les enjeux de ces élections départementales. Vous ne pouvez pas faire, Madame Popard, comme s'il ne se passait rien et que les dotations aux collectivités locales soient reconduites comme si de rien n'était. Nous sommes dans une situation inédite. C'est pas comme ça qu'on intéressera les gens à aller voter pour les départementales. Excusez-moi. Madame Popard, vous êtes en train de proposer un programme où demain on rase gratis. Mais avec quel argent? Pas du tout. Vous n'avez pas compris ce qui se passe en ce moment? Je propose qu'on revienne sur les compétences propres du Conseil général et qu'on arrête d'arroser les zones. Il va falloir faire des choix. Il va falloir être courageux et il va falloir préserver l'essentiel. Allons sur les choix, Emmanuel Bichot. Dominique Grimpret propose de le faire, donc on va lui donner la parole, mais tout le monde va le faire. Sinon, c'est les impôts qui vont exploser. Voilà. C'est simple. Vous les avez fait exploser plus 25%. Madame Popard, la différence entre nous, elle est là. Elle est là, c'est que vous proposez des dépenses nouvelles à tous les chapitres. Pas du tout. On propose de recentrer les dépenses sur les compétences. Je vous propose, pour avancer là-dessus... Que ce soit d'un côté l'UMP ou de l'autre côté le PS, ces deux partis appliquent l'austérité au sein des collectivités territoriales, veulent baisser les dotations. Donc c'est un petit peu un débat dans le vent là que vous nous faites parce que... Vous dites la même chose, vous dites que les départements sont mal gérés, puis dans votre programme vous dites qu'il y a trop de gaspillage dans les départements et les collectivités locales. Vous trouvez que les départements sont bien gérés? Vous trouvez que les départements sont bien gérés, Madame de Almeida? Vous avez des politiques d'austérité dans votre programme. Pas du tout, et je rappelle qu'on est le seul parti qui veut maintenir réellement le département. Non, mais moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose quand même. Franchement, il faut arrêter d'être donneur de leçons. Je vais vous donner un exemple. La ville de Ponté, le maire de Ponté, Front National, la première chose qu'il ait faite, c'est d'augmenter de 44% ses propres indemnités quand il a pris la mairie. Première chose. Après, la deuxième chose, ça a été de supprimer la gratuité pour les cantines scolaires, de supprimer la gratuité pour les cantines scolaires pour les personnes les plus en difficulté et de supprimer les subventions aux télévisions. Alors,
pour le Front National, vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Hein, s'il vous plaît. Si demain il y a une nouvelle élection au Pontet, il va être élu brillamment. Édouard Cavin. Donc c'est bien que ces élections sont bonnes. Édouard Cavin, on avance. C'est déjà assez compliqué de parler des conseils généraux, tout le monde ne comprend pas tout, pour ne pas partir sur la nouvelle élection municipale. Mais l'échange est bien sûr libre, Colette Popard, ne me regardez pas. Mais je remarque je vous en prie. Non, mais je vous en prie. S'il vous plaît, puisqu'on parle des compétences, la question est pour tout le monde finalement, si vous êtes élu, si vous êtes en capacité, à l'intérieur de ce que peut faire un conseil général, on sait bien qu'il y a une discussion actuellement sur les compétences. On va partir du principe globalement, parce que c'est un secret de polichinelle, que les compétences seront à peu près les mêmes que celles qu'il y a actuellement, et les possibilités de faire ce qu'on veut à travers des dérogations à peu près identiques. Donc restons sur ce que peuvent faire actuellement les conseils généraux, maintenant départementaux. Est-ce que, de votre point de vue, un conseil général, si vous êtes en capacité, doit se concentrer sur ses missions primaires, le versement de l'aide sociale, les collèges, les routes, ou peut aller sur un certain nombre d'autres choses, faire ce qu'il veut, y compris le développement économique, de fortes aides, par exemple, à l'agriculture, alors qu'on sait que l'agriculture est aidée par d'autres fonds, en particulier européens, très, très importants, ou des événements culturels ou des choses comme ça. Dominique Grimpret. Oui, vous posez la question de l'existence même du Conseil général. Pour l'instant, il faut bien noter que la grande partie du budget du Conseil général va à l'aide sociale, que ce soit à l'enfance, que ce soit aux personnes âgées, que ce soit aux personnes handicapées. Et ça sera maintenu de toute façon. Alors à l'avenir, est-ce que les conseils généraux seront supprimés ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils auront des compétences strictes et pas des compétences générales? Peut-être, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, les missions qui sont assumées par le Conseil général sont très importantes, particulièrement en milieu rural. Quand on voit, on parlait des routes tout à l'heure, un département comme le nôtre qui a une caractéristique quand même assez rare, à savoir avoir la moitié de la population qui est regroupée dans une agglomération et puis l'autre moitié de la population qui est répartie sur tout le reste du département, c'est pas évident à gérer tout ça. Et c'est vrai que le Conseil général a un rôle essentiel. Le Conseil départemental, pardon, excusez-moi. Le Conseil départemental a un rôle essentiel. Moi, je suis maire d'une petite commune à Huy où je vois que le Conseil général départemental fait une action importante, c'est la maison de l'enfance. Il y en a une par département, il se trouve qu'elle est dans ma commune. Et je sais que le Conseil départemental va investir, je crois que ça a été décidé récemment, pour rénover et reconstruire les bâtiments. C'est de l'investissement. Alors, on peut toujours critiquer l'investissement, mais l'investissement, c'est quoi? C'est du travail pour les entreprises, donc des salaires pour les salariés de ces entreprises. Et puis, d'autre part, c'est des emplois pour faire vivre les structures plus tard. Et tout à l'heure, on va certainement parler d'Alésia. Mais la question plus pointue, est-ce que c'est le rôle des départements ou est-ce que c'est le rôle de l'État ou est-ce que c'est le rôle, par exemple, de l'aide aux communes? Est-ce que c'est les départements qui doivent donner de l'aide aux communes, quitte à ne pas avoir assez d'argent pour faire le social? Parce que c'est en ces termes-là qu'on peut poser la question, même si je... Moi, en tous les cas, je suis candidate du Parti socialiste, mais soutenue par les écologistes et les forces de progrès. Je veux dire, c'est un large rassemblement de gauche. Nous voulons que le Conseil général, le Conseil départemental, assume déjà ses compétences. Et après, regarde ce qui peut être fait pour aider les uns et les autres. Et avec un aménagement, bien sûr, harmonieux du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a 2 poids, 2 mesures aujourd'hui. Je vous donne un exemple précis aussi, parce qu'il faut que les auditeurs comprennent. On est tous élus, nous on sait de quoi on parle, parce qu'on a le nez dans le guidon, mais les électeurs ils comprennent pas toujours tout, parce qu'on leur explique mal. Aujourd'hui, une personne âgée, qu'elle habite à Châtillon, Mirebeau, Montbard ou Talent, Saint-Apo, Dijon, il faut que le Conseil général puisse l'aider de la même façon. La personne âgée qui commence à avoir des difficultés pour se déplacer, qui a besoin qu'on change sa baignoire en douche aujourd'hui, elle attend 3 ans. 3 ans pour que les études puissent aboutir, etc., parce qu'on n'a pas assez de personnel, etc. Et à côté de ça, donc manque de moyens. Et à côté de 3 ans, quand vous avez 90 ans et que vous attendez 3 ans pour pouvoir prendre une douche, excusez-moi du peu. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, la principale compétence du Conseil général, c'est de s'occuper de l'humain, de sa naissance jusqu'au bout de la vie. Eh bien, il faut qu'il assume ça déjà. Et puis après, on passera au reste. Madame Almeida, la majorité départementale met souvent en avant qu'elle aide beaucoup les communes, enfin notamment les communes rurales. Et vous, votre position par rapport à ça? Moi, je pense que je ne vais pas faire une différenciation entre communes rurales et communes et l'urbain. Je crois que tout Côte-d'Orien, Côte-d'Orienne doit avoir accès au même type de services publics et au personnel d'une manière à égalité. Moi, je pense que justement, il faut développer encore plus de services publics dans les départements. Et en parlant de l'autonomie ou de la perte d'autonomie, je pense qu'on aurait un grand service public
qui justement accompagne les personnes en perte d'autonomie, qui puisse coordonner tout ce qui se fait sur un département, et donc à égalité de traitement pour les citoyens, ça serait une bonne chose. Un service public qui ne serait donc pas assumé par le conseil départemental? Si, d'accord, pardon. Mais qui La aussi question était, est-ce que c'est une agence par les aides, et je reviens un petit peu sur le fait aussi que les compétences du conseil général, pour ma part, elles doivent rester... il y a des compétences obligatoires, mais la clause de compétence générale, c'est-à-dire pouvoir décider de sa politique départementale, parce que les départements ne sont pas tous les mêmes, les populations ne sont pas tous les mêmes, doit rester dans la loi qui est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale. La vision, c'était que supprimer la clause de compétence générale, pardonnez-moi, ça empêchait un certain nombre de débordements budgétaires, voire de gaspillage financier, en obligeant... On en revient bien à l'idée qu'il y aurait du gaspillage et que quand un département, par exemple, moi je prends le Val-de-Marne que je connais bien, fait des crèches à des crèches départementales, on pourrait dire ça serait interdit demain, ça. Non. Voilà. Non. Donc, ou d'autres compétences. Si je parle du sport et de la culture, l'accès à la culture pour tous et de qualité doit rester, un département devrait continuer à aider sur des programmes culturels dans les communes. Quand je parle de toutes les communes, pas uniquement que quelques-unes. Donc moi, je pense qu'il y a cette question-là. Et puis la question de la démocratie. Je pense qu'il faut avancer sur la question de la démocratie locale et donner plus de pouvoir aux citoyens dans notre département. Ça peut être des conseils de canton. Je pense aussi à la jeunesse, un conseil départemental de jeunes, justement issus aussi bien du rural que de l'urbain, pour être mis en place pour entendre les revendications et les exigences des jeunes qui sont quand même assez maltraités dans notre société. Monsieur Cavin, les compétences du Conseil général, vous les voyez comment? C'est-à-dire se recentrer sur le... Non, plutôt recentrer. Je crois qu'il faut déjà remettre à plat les compétences du Conseil général, faire un grand audit de tout ce qui a été fait pour voir peser les pour et les contre, parce qu'il y a des grosses dérives. Et vous avez des exemples? Concrètement, des dérives, quand vous dites... Non, mais il y a des grosses dérives. C'est les chiffres que je vous ai cités en début d'émission. Les impôts explosent, la dette aussi. Donc là, il y a un problème majeur à régler. Si la dette explose et les impôts aussi, c'est qu'il y a un moment, il y a un trou, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Donc il faut revoir tout ça de fond en comble. On nous parle en face d'augmenter les services publics, etc. Alors que pour le coup, je vais revenir sur l'État, mais la gauche ne fait que de les démanteler en ce moment. On le voit quotidiennement. Je pense que Madame de Almeida ne dira pas le contraire. Je ne suis pas d'accord avec vous sur votre programme. Vos solutions ne conviennent pas du tout. Mais vous êtes très sectaire, vous n'êtes d'accord sur rien. Je dirais 1 + 1 = 2, Par vous ailleurs, direz non. Par ailleurs, Isabelle de Almeida... Exclure des enfants de la cantine, vous trouvez que ça, c'est des services publics de qualité au XXIe siècle? Mais qui a fait ça? Voilà. On a des exemples. Le maire de Mais Pontet. c'est totalement faux. Pardonnez-moi, vous parler de la mairie du Pontet systématiquement. Édouard Cavin, alors je vais reformuler la question autrement. Qui détruisent les services publics et les familles populaires. Isabelle de Almeida, je vais reformuler la question autrement. Est-ce que on sait que l'aspect social, les prestations sociales, c'est le cœur de l'activité des conseils départementaux? Est-ce que dans le programme du Front National pour ces élections départementales, est-ce que ce qui fait une partie du cœur programmatique du Front National, c'est-à-dire par exemple la préférence nationale, est-ce que vous appliquerez, si vous êtes en capacité, cette grille de programme à l'action du conseil départemental? Par exemple sur l'action des mineurs étrangers, par exemple sur le versement des prestations sociales. C'est très compliqué parce qu'il faudrait passer des lois à l'Assemblée nationale. Et nous ne sommes pas encore majoritaires dans cette Assemblée. Donc ça me paraît compliqué de l'appliquer immédiatement. Non, mais est-ce que vous le souhaiteriez? Parce qu'il y a plein de choses À titre personnel, je le souhaiterais. Voilà. Je trouve pas ça normal qu'un étranger qui réside depuis plus de 5 ans en France ait le droit au RSA alors que certains Français n'y ont pas droit. Vous avez Je trouve exactement ça le même anormal. langage que votre papa. Hein. J'ai débattu avec lui il y a quelques années, c'était exactement mot pour mot ce qu'il disait. Eh ben, hein. écoutez, vous voyez, les problèmes se sont aggravés. On fait de la politique On le dénonce de toujours, père en mais fils. ça va être en passe de se régler. Emmanuel Bichot. Bon, moi, je voudrais dire qu'effectivement, il faut partir des réalités telles qu'elles sont. Et ces réalités, c'est que nous avons une baisse des dotations de l'État sans précédent et que l'État nous a imposé des charges non compensées, 10% d'augmentation du RSA. Ça représente 5 millions d'euros pour les contribuables côte-d'Oriens à absorber sans aucune compensation. Nous avons engagé une procédure au Conseil général de la Côte d'Or pour exiger une compensation de l'État, parce qu'on ne peut pas gérer la décentralisation comme ça. À partir de là, parce que... Non, mais attendez, laissez-moi... Et ce qui a été inscrit dans la loi pour le transfert de compétences. Mais nous sommes d'accord, Madame de Almeida, sur un point, c'est que... Je suis absolument pas d'accord. Nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'aujourd'hui,
chose. le gouvernement brouille les cartes en changeant de nom. Vous savez combien ça va coûter de passer de conseil général à conseil départemental si on voulait changer tous les panneaux du jour au lendemain? 2 millions d'euros. Excusez-moi, vous Voilà, savez alors, combien coûte le journal du Conseil général, Laissez-moi continuer. qui coûtait 800 000 euros par an et qui coûte maintenant 2 millions d'euros par Je an, vais vous dire, parce que vous en sortez un tous les mois. Alors je et vais vous êtes vous en dire, train de... Non mais nous rêve, essayons d'informer je rêve. les citoyens sur Vous faites exactement sur les pareil à la compétences mairie. du Conseil Je général rêve. pour que les gens sachent quand même pourquoi ils vont voter, parce que Ce serait c'est bien. pas le gouvernement qui fait l'information Ce serait en ce bien. moment. Ce serait Bien. bien. Alors ce que je voulais dire, c'est que dans ce cadre-là, il faut avoir des priorités claires. Nous en avons 3 pour le mandat qui commence au mois de mars. La première priorité, c'est que en matière sociale, nous voulons une politique juste et ferme. C'est-à-dire- Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir un accident de la vie. Donc tout le monde a besoin d'être aidé et secouru. Mais il doit être aidé et secouru pour s'en sortir, pour rebondir. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas du tout la même vision de la gestion du RSA que Mme Popard avec les forces Ça de veut progrès. dire quoi, ça Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ouais. Mme Popard, Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous dites là, je comprends pourquoi rien, vous moi. ne rendez la gestion du RSA au 31 décembre 2014? Monsieur Bichot, Vous l'avez réclamé en 2008. expliquez voir ce que vous êtes en Pourquoi train de est-ce que dire. vous nous la voulez- rendez vous au 31 voulez- décembre 2014? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous voulez que ce nous soit expliquerez juste, ça veut pourquoi dire vous nous quoi? rendez la gestion Je du comprends RSA pas. au Je 31 ne décembre comprends pas. 2014 à Dijon. La gestion du RSA. Bichot, et puis vous nous ouvrez un chapitre qu'on avait prévu d'ouvrir plus tard, mais on va le faire Je maintenant. termine. Allez-y, La terminez. gestion, Oui, tout à fait, c'est maintenant. sur la gestion du RSA, nous souhaitons effectivement que le RSA soit là pour aider les gens à rebondir, favoriser le retour au travail. Le RSA est un contrat. Il n'y a pas de contrat sans engagement de la part du bénéficiaire. Oui. Nous souhaitons que ces engagements soient respectés partout sur le territoire. Mais Et ça c'est veut- pour ça qu'à partir du 1er janvier 2015, la ville de Dijon a jeté l'éponge, ne gère plus le RSA sur Dijon et nous allons reprendre en main cette gestion. Madame Popard, Dijon représente 30% des habitants. 50%. 30%. L'agglo, parlez de la communauté urbaine. Laissez-moi terminer. Je Mais je vais vous laisse, vous je vous donner laisse, les mais chiffres vous- de l'agglo après, Oui, d'accord? d'accord, mais c'est la même chose. la Dijon communauté représente de Vesta. 30% des habitants du département, 156 000 50% habitants la communauté sur urbaine. 526 000, d'accord? 50% des bénéficiaires du RSA. L'agglomération représente 50% des Qui c'est qui est habitants en du charge du département. RSA? Rappelez-moi, qui C'est la ville de Dijon en qui compétence, le gère depuis 2008 sur Dijon. Qui a en compétence le Alors, RSA? C'est le conseil départemental. Nous souhaitons également, je continue On sur laisse le terminer social. sur les On a volontés de parlé des programme et puis on mineurs ouvre ce On a sujet parlé ensuite. des mineurs étrangers isolés, Oui. qui la plupart du temps d'ailleurs, ils ont entre 16 et 18 ans. Tous les contrôles que nous avons pu faire sur une centaine, 60, il s'avérait qu'ils avaient plus de 18 ans. C'est extrêmement difficile. Ce sont des filières d'immigration organisées. Oui. Madame Taubira, au mois de mai 2013, nous a imposé d'en prendre 14 supplémentaires, alors que nous en avions déjà une centaine sur les bras, ce qui coûte 4,5 millions d'euros au département de la Côte d'Or. Nous avons refusé. Parce que l'État doit assumer la politique Faites de attention, Monsieur l'immigration. Bichot, vous êtes en train de L'État de doit assumer la glisser politique tout de doucement vers l'immigration. l'extrême Eh droite. bien, Madame Popard, le Faites Conseil attention. d'État nous a donné raison le 31 Faites janvier attention. 2015, puisqu'il a annulé la circulaire Taubira. Il vous a donné raison sur la dimension administrative de la circulaire, pas Ouais. forcément Pas sur sur le l'organisation fond. quand même. Pas Sur sur le le fond, fond. il y a Non, beaucoup de parce que choses. nous attention. refusons cette gestion Monsieur Bichot, de la protection de l'immigration. l'enfant, c'est la Convention des droits de l'enfant, c'est à respecter. Oui, mais enfin, vous et savez, c'est la mission du Conseil quand général. ce sont des adultes d'une vingtaine d'années. Vous êtes là, on sur n'est un plus dans la terrain protection. glissant, On est- Monsieur Bichot. Alors, deuxième, Voilà. Qui est très en retard dans son temps de parole. Je s'il vous termine plaît, juste Madame Bichot, très en priorité. retard. On va y venir, mais il faut qu'on Deuxième reste priorité, cadré. c'est le développement des territoires et le soutien à l'économie. Nous voulons continuer à investir. Aujourd'hui, vous avez donc fait pour aujourd'hui, le on a soutien à parlé du l'économie et à classement de l'emploi? BFM. Nous sommes le 16e département de France pour l'investissement. Et nous faisons travailler des Où? PME de Quel Côte d'Or. investissement? De quel Madame S'il vous plaît, Popard. Colette Popard, s'agit-il on laisse terminer Madame Bichot. parce que- 80% de nos budgets d'investissement vont à des PME de Côte d'Or. En 2008, c'était 60%. Nous avons une charte avec les PME de Côte d'Or pour faire travailler Combien les d'emplois entreprises vous de avez Côte créé? d'Or. Combien d'emplois d'avenir vous avez Nous allons créé au continuer. Conseil Et la général? troisième priorité, ce sont les familles. Parce que les familles, aujourd'hui, sont victimes de la politique du gouvernement. Donc nous souhaitons que le tarif de cantine reste unique et modéré à 3,10 €, alors qu'il monte jusqu'à 6,50 € à Dijon. La gratuité des transports scolaires, elle est appliquée partout dans le département, sauf à Dijon. Une famille paye 126 € d'abonnement au tram, et vous venez de l'augmenter de 9%, Madame Popard, à Dijon, alors que c'est gratuit dans le reste de la Côte d'Or. Nous vous donnons une dotation à la ville de Dijon pour organiser les transports scolaires. Donc ne venez pas nous donner des leçons par Mais rapport si, aux je vais familles. vous en donner des leçons, notamment par rapport aux restaurants et nous scolaires. comptons également maintenir le tarif
Transco à 1,50 € dans toute la Côte d'Or, parce que c'est la solidarité territoriale. On va essayer d'y revenir, Emmanuel Bichot, mais il faut que tout le monde ait la place d'exister dans ce débat. Édouard Cavin, vous vouliez réagir, et ensuite, Édouard Cavin d'abord, à ce que... Puisqu'il se trouve que nous avons un programme pour la Côte d'Or, un projet pour la Côte d'Or. Et il est normal de vous laisser... Je vois ce que je vois en face, un projet pour Dijon ou un projet national qui est... Rappelez-moi, vous vous présentez où, monsieur Bichot? Je me présente pour le Conseil général à Dijon. Voilà. Vous vous présentez comme candidat sur un canton dijonnais. S'il vous plaît, vous assénez des Emmanuel Bichot, s'il vous plaît. Édouard Cavin, vous réagissez et on sait concrètement Monsieur Bichot a énoncé une vérité, c'est que le Conseil général, via les aides sociales, est une filière d'immigration, parmi des dizaines de filières d'immigration. Vous avez vu, bonnet blanc et blanc bonnet. Non, pas du tout. Non, c'est une filière d'immigration, comme il en existe d'autres, et je trouve ça dramatique. Alors c'est la responsabilité des deux, une fois de plus, de l'UMP et du PS. Parce qu'ils font ça main dans la main, tout le monde est au courant. Et ça se passe bien, ça gêne personne. Il y a... on peut laisser dire ça. Et d'autre part, pour revenir sur le problème du RSA. Le problème du RSA, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 30% des potentiels bénéficiaires qui y ont accès. Donc il y a un vrai problème de communication face au RSA. Parce que énormément de gens pourraient y avoir accès, mais n'y ont pas accès pour différentes raisons. Je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, mais en revanche, le RSA, ça reste un très bon indicateur de la crise, parce que ça, au niveau national, c'est plus 6% en un an de demandeurs. Pour recadrer ça, juste pour que tout le monde comprenne, on sait que, puisqu'on parle du RSA, on parle de contrôle. Voilà. Il y a un travail qui a été lancé, qui a été demandé par François Sauvadet sur la vision de la fraude sociale autour du RSA. Et on sait qu'un certain nombre de conseils généraux de droite ou d'opposition de droite dans les conseils généraux de gauche, c'est la même chose en Saône-et-Loire en particulier, appuient sur ce point-là. On a bien compris, Emmanuel Bichot, que c'est aussi de ça dont vous parliez, je suppose, en parlant des gens qui... Pas seulement. Mais que vous en parliez. En tout cas, il y a eu pas mal de publicité autour de ce sujet-là. Ça fait partie de notre gestion du RSA, voilà. La lutte contre la fraude, on aimerait connaître la position des uns et des autres sur ce sujet, que vous nous expliquiez. Mais je ne la résumerai pas non plus à ça. Pourquoi c'est important, Alors qu'il y a un contrôle, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel, c'est de l'argent public, il est normal de voir ce qu'il en est fait. Maintenant, on voit bien dans quel sens c'est monté en épingle, et là, c'est inadmissible. En réalité, la fraude, elle est marginale par rapport aux chiffres que ça représente. Donc il ne faut pas non plus croire qu'en faisant du contrôle, on va gagner énormément d'argent. D'autre part, la fraude, elle n'est pas que, et pour répondre à M. Cavin, parce que je pense que c'est son idée, de la part de milieux de personnes étrangères. Moi, je connais des personnes qui fraudent, qui habitent dans des communes UP de l'agglomération dijonnaise et qui fraudent quand même et qui sont cadres et tout ça. Donc il ne faut pas croire que la fraude, elle vient que d'un côté. Donc, vous le ferez après l'émission, s'il vous plaît. Mais je ne donne pas de nom. Voilà. Mais il existe une fraude, qu'il y ait des contrôles, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas monter ça en épingle comme argument électoral, c'est ça que je regrette. Mais si ça l'est, il faut être très ferme avec les fraudes. C'est 2 à 3 milliards les fraudes sociales en France. C'est peanuts quand même par rapport au budget de la sécurité sociale. Qui a donné ces chiffres-là ? J'ai pas entendu. Qui a donné ces chiffres ? Des institutions quand même sérieuses comme la Sécurité sociale et la CNAF. Voilà, et tous les chiffres aussi. Mais ces chiffres-là, je ne les crois pas du tout. Mettre l'accent sur quelques personnes qui fraudent. Mais c'est pas quelques personnes, Madame de Almeida. Contre la fraude sociale, évidemment. Mais dénonçons la fraude fiscale. La fraude sociale des employeurs, c'est 16 milliards d'euros par rapport à l'URSSAF qui ne rentre pas dans les caisses. Et quand on voit quand même le scandale, dernièrement, d'HSBC, ça représente quand même 5,7 milliards de fraudeurs. Et là, c'est pas des gens qui sont au RSA qui peuvent aller envoyer leur argent sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg. On ferait mieux de mettre en place et d'embaucher des agents pour mettre en place les recommandations qui ont été faites par une commission présidée par Éric Bocquet pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. En même temps, c'est quand même beaucoup dans les caisses. C'est quand même un dossier qui a été mis en évidence lors de plusieurs sessions du Conseil général. C'est pour ça qu'on avait envie d'en parler. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Évidence, mais je vais quand même Emmanuel Bichot, elle n'avait pas parlé sur la fraude sociale, peut-être pas, donc elle s'exprime et puis vous répondez. Non seulement ça a été mis en évidence, mais si vous voulez, ça fait partie des points les plus importants de la campagne électorale de ces messieurs-dames. J'y vois un rapprochement avec le Front National, excusez-moi. Mais vous voyez des la fraude sociale.
Non, mais des chiffres. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, vous savez. Je suis quelqu'un de très concret. Parce que je suis sur le terrain tous les jours et je vois ce que vivent les gens. Moi, je ne suis pas dans mon bureau enfermé à lire des discours qu'on m'envoie pour les apprendre par cœur. Donc, aujourd'hui, la fraude sociale, la fraude au RSA dont vous parlez et dans lequel vous écrivez dans vos professions de foi, en 1, écrit en gras, lutte contre la fraude sociale. C'est quoi aujourd'hui au Conseil général de Côte d'Or? Vous les avez les chiffres? Moi, je les ai. 144 dossiers sur 10 000. Je les connais. 144 dossiers sur 10 000, je répète. Oui. C'est combien? Et l'expert du budget que j'ai en face de moi va confirmer ce que je vais dire. Au budget primitif 2014, les indus, donc cette fameuse fraude sociale que vous attendiez, vous avez inscrit 350 000 euros. 350 000 euros. 2015, vous attendez 300 000 euros. Donc vous savez vous-même que ce que vous dites n'est pas vrai. Non mais attendez. Donc vous faites tout et votre... Alors moi je vais répondre. Il est complètement réducteur de se focaliser sur ce sujet de la fraude sociale. Mais c'est ce que vous écrivez dans vos Attendez, documents. Madame Popard, je n'ai pas dit que la fraude sociale était la solution aux problèmes budgétaires que rencontrent les conseils. Alors pourquoi vous mettez lutter contre la fraude sociale dans vos documents de campagne? Permettez-moi de continuer. S'il vous plaît, Je pense simplement Emmanuel Bichot. que la fraude sociale déstabilise le système parce qu'elle crée une inéquité entre les gens qui sont honnêtes et les gens qui sont malhonnêtes. Et c'est inadmissible. Et c'est inadmissible. Je vais vous donner des chiffres. Que les pauvres sont des S'il vous plaît, on laisse Emmanuel Bichot expliquer sa position parce que si tout le monde se coupe, nous n'avons pas la même philosophie sur le RSA. Vous considérez que le RSA est un guichet. Nous considérons que le RSA, c'est un accompagnement et une réinsertion. Vous connaissez des gens qui sont au RSA? Moi, j'en connais, moi. Mais vous avez distribué le RSA sur Dijon. Je vais vous en présenter des gens qui sont au RSA qui cherchent du travail, monsieur Bichot. Voilà. J'en connais dans les quartiers, il y en a plein. Seulement vous venez d'un village où il n'y a pas de RSA, j'imagine. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, Madame Popard, on termine sur ce sujet parce qu'on en a d'autres à aborder. On ne va pas y arriver. Madame Popard, je peux vous témoigner des commissions d'insertion qui fonctionnent bien. Et c'est ce que nous allons mettre en place à Dijon. Parce que le RSA, eh bien, ce n'est pas un dû, c'est un contrat. C'est un contrat. Vous n'êtes jamais occupé de l'insertion. Madame Popard, écoutez, je ne vous dirai pas combien de commissions d'insertion j'ai siégé en rencontrant des bénéficiaires. Vous n'êtes pas très efficace. Ah bah si. Regardez dans les commissions dans lesquelles j'ai siégé et vous verrez que les résultats ne sont pas les mêmes qu'à Dijon. Pourquoi? Parce que si vous distribuez le RSA sans contrepartie, eh bien vous rentrez dans une logique d'assistanat. Voilà. Eh bien, moi, je peux vous dire. Et vous avez des jeunes de 26 ans, de 27 ans, qui pensent que c'est un droit et qui pensent que c'est leur avenir. Eh bien, c'est ça qui ne va pas. Et c'est cette gestion du RSA. Mais je pense que si vous nous avez rendu la gestion du RSA au 31 décembre, Madame Popard, c'est bien qu'il y avait un problème. C'est bien qu'il y avait un problème. C'est votre compétence. Donc nous allons prendre en main la gestion du RSA à Dijon pour aider les personnes qui en ont besoin et les aider utilement et lutter contre la fraude. Nous avons fait, depuis 2010, le nombre de contrôles par la CAF était de 400 en 2010. En 2013, nous avons fait monter ce nombre à 800. En 2014, nous avons transmis 92 dossiers à la justice, 92 dossiers de fraude. Il y en a déjà 42 qui sont jugés, il y en a 47 qui sont en cours de jugement. Les fraudeurs, si vous voulez, ils minent le système, ils déstabilisent le système. Parce que la personne qui gagne le SMIC, et qui voit sur son palier... parce que vous savez, la fraude, elle est beaucoup plus répandue qu'on le croit. Monsieur Bichot, vous connaissez le montant du RSA? Bien sûr, je le connais. Vous pouvez me le donner? Ah bah ça dépend si vous avez... Vous pouvez me le donner? Bien sûr. Donnez-moi les fourchettes. Eh ben attendez, je vous dis, Madame Popard, si c'est une personne seule, l'ordre de grandeur c'est 500 €. Si c'est une personne avec des enfants, ça peut monter jusqu'à 900 €. Vous arrivez à vivre, vous, avec 500 €? Vous pensez que ces gens se complaisent dans cette situation? Mais Madame Popard, ils ont tous envie de travailler. Madame Popard, c'est pour ça que je veux aider. C'est pour ça que je veux les aider. Je vous propose qu'on interrompe ici le duel Emmanuel Bichot, Colette Popard, auquel assistent les trois autres participants à ce débat. Ce n'est pas aider les allocataires du RSA que de les installer dans leur situation durablement. Il y a un autre sujet dont on avait prévu de parler dans cette émission, et il faut qu'on avance un petit peu, qui est central finalement, qui a été central dans la vie du Conseil général de Côte d'Or. C'est ce lieu alors extrêmement emblématique, extrêmement visité, qui est le Muséoparc d'Alésia, qui a été un gros dossier des dernières années, qui finalement nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les compétences des conseils généraux. Quel est votre point de vue à tous sur ce sujet-là? Pardon ?
Commencer par M. Grimpré. Voilà, sur à cette commencer par question. Dominique Grimpré. Le musée. Puisque je suis le rural du Ben, plateau. Vous êtes physiquement le plus près du Muséoparc d'Alésia. Du Muséoparc d'Alésia. Canton. Voilà. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas eu d'investissement important de la part du Conseil général depuis 20 à 30 ans dans le nord de la Côte d'Or. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que déjà, il y a eu un investissement qui ont fait marcher les entreprises locales. Et puis, aujourd'hui, il y a une vie de ce muséoparc qui fait environ 40 emplois à temps plein pour ce secteur du département. Donc, c'est quand même important. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a certainement en fonctionnement des choses à améliorer. Alors, je me fais l'avocat du diable. S'il faut combler le déficit du muséoparc, est-ce que, de votre point de vue, à l'avenir, ce sera le rôle du Conseil général ? Moi, je pense qu'il faut le soutenir. D'abord parce qu'il faut le lancer sur des bons rails. Vous savez, au niveau de la communauté urbaine, on fait pareil avec tout un tas de projets. On aide aussi des projets. Au niveau du département, il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas. Je crois que la première année, il y a eu un assez grand nombre de visiteurs parce qu'il y avait les locaux qui ont dû y aller. Mais la deuxième année, il y a eu un peu moins de monde parce qu'il faut le temps que ce muséoparc se fasse connaître. Je crois qu'il y a une deuxième partie à construire. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Je ne vois pas pourquoi on n'investirait pas dans le nord du département. Moi, j'y suis particulièrement attaché. Vous vous en doutez, je suis originaire de là-haut. Et il serait anormal, entre guillemets, qu'en cours de route, le département abandonne ce projet ou ne le soutienne plus. Isabelle de Almeida, est-ce que ça rentre dans les fonctions, pour vous, du Conseil général? On a beaucoup parlé du social et d'une enveloppe budgétaire qui se restreint. Donc, est-ce qu'on peut tout faire, y compris ça? J'ai l'impression que c'est certainement un équipement quand même qui paraît quand même assez surdimensionné d'emblée. Maintenant, il existe. Je ne dis pas qu'il est inutile en termes d'équipement, il a son utilité, mais maintenant qu'il existe, il faut revoir, est-ce que j'en ai entendu parler aussi, peut-être la gestion, et avoir un portage plus important pour le faire connaître, pour avoir qu'il puisse être, puisqu'il existe, qu'il puisse être une réussite. Mais en même temps, il a été certainement surdimensionné. Je crois qu'il faudrait s'entourer aussi de tous les acteurs locaux, parce qu'au niveau de la concertation, je pense qu'il en a manqué pour la création de ce lieu, de cet équipement. Je crois que maintenant, il faudrait peut-être repartir sur le bon pied avec cet équipement. Oui, Madame Popard, cet équipement, il divise un petit peu aussi au sein de l'opposition départementale, puisque Patrick Moïnos le soutient tout à fait. Vous, 30 millions d'euros pour la deuxième tranche. Moi, j'ai voté contre la deuxième tranche, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a voté pour le projet d'Alésia, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Grimpré. Il faut faire des projets sur les territoires, et notamment dans cette partie de la Côte d'Or. Le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir voté pour. Le problème, c'est les frais de fonctionnement aujourd'hui. Donc on a construit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens comprennent bien? On a construit le muséoparc. Et là, au départ, il devait y avoir tout un aménagement qui aurait dû être fait tout autour sur les territoires, avec des investissements privés qui auraient dû s'installer, qu'on attendait, pour permettre d'irriguer tout ce territoire, de façon à permettre aux tour opérateurs qui s'occupent de faire venir des touristes à Dijon, à Beaune, d'aller après sur cette partie du territoire. Or, on a construit, et c'est là où le reste n'a pas été fait. Donc il y a cette construction de muséoparc, 60 millions d'euros, un coût de fonctionnement déficitaire, 3 millions d'euros par an, et on nous proposait à la dernière session ou l'avant-dernière, je ne sais plus, de continuer avec un musée à 30 millions d'euros. Moi, j'ai voté contre en disant il va être construit, puisque la majorité. Mais il faut arrêter. Il faut voir comment on peut. Bien sûr que c'est un outil indispensable pour le nord de la Côte d'Or, mais il faut voir maintenant comment on le gère différemment. Et nous, dès qu'on sera majoritaire au Conseil général de la Côte d'Or, nous prendrons le taureau par les cornes, si j'ose m'exprimer ainsi, pour apporter sur ce territoire les infrastructures qu'il faut. Nous prendrons des contacts. Par exemple, l'Office du tourisme de Vénérel-et-Lôme n'a pas pu s'installer au sein du muséoparc pour des raisons politiciennes, parce que la présidente de l'Office du tourisme n'était pas de même bord politique que M. Sauvadet. Eh bien, écoutez, rien que ça. Donc, ils construisent un peu plus loin vers la gare. Rien que ça, ça montre bien qu'il n'y a pas une cohérence pour l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui fait que ce projet ne marche pas. Il y a de moins en moins de visiteurs, parce que, si vous voulez, le visiteur, il prend une demi-journée pour visiter le muséoparc, puis après, il est là tout seul, il ne fait rien. Donc, il faut vraiment réorganiser tout ça. Nous, on est prêts à le faire. Édouard Cavin, est-ce que ça fait partie pour vous du rôle d'un conseil général de soutenir, construire un lieu comme celui-là? Soutenir, oui, ça aurait pu l'être. Après, prendre l'initiative tout seul de faire un aussi gros projet, assez surdimensionné, il faut le dire, je ne pense pas. Je pense que ça doit être des choses qui doivent être plus mises en avant avec l'ensemble de différents partenaires. Et j'en reviens un petit peu à notre programme
national, mais l'État stratège. Je pense que l'État pourrait aussi rentrer dans les négociations, etc., au moment de ces grands projets, parce qu'on voit aujourd'hui que ça mine complètement le budget du Conseil général de Côte d'Or. Il y a de moins en moins de visiteurs. Autour, il n'y a pas grand-chose. Moi, je connais bien, je suis originaire aussi à la base de juste à côté, donc c'est un endroit où je suis allé plusieurs fois. C'est assez déserté, il faut bien le dire. Donc, on se retrouve dans une situation où on a un très bel endroit, très bien conçu, mais qui n'attire pas de visiteurs. Monsieur Bichot, alors vous avez une caractéristique parce que vous êtes abstenu sur le vote de la deuxième tranche, de 30 millions d'euros. Vous êtes le seul dans la majorité. Bien, alors d'abord c'est un vote qui a eu lieu à bulletin secret, donc je ne sais pas d'où vous prenez vos renseignements. Il se passe des choses sur ce plateau. Il faut remettre, je voudrais remettre le débat d'Alésia un petit peu en perspective. D'abord, c'est un projet qui a été voté à l'unanimité pour le centre d'interprétation, à l'unanimité. Madame Popard, vous étiez présente, j'étais présent. Je viens de le dire. Ce projet a été voté à l'unanimité. Deuxièmement, je pense que c'est quand même un succès, puisque ce lieu est maintenant le 3e le plus visité de Côte d'Or, derrière les Hospices de Beaune et derrière le Musée des Beaux-Arts de Dijon. Donc, nous partions de 30 000 visiteurs sur le site d'Alésia. Avec l'ouverture de son interprétation, nous sommes arrivés à 140 000. Bon, aujourd'hui, ça rediminue un petit peu, mais on se maintient à un niveau très élevé, du 3e site le plus visité de la Côte d'Or. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un réel succès. Et effectivement, pour l'équilibre des... Attendez, mais laissez-moi. C'est pas assez, malheureusement. Non, mais je veux dire, il faut que nous sommes quand même des conseillers généraux de la Côte d'Or. Et le Conseil général n'est pas une annexe de la mairie de Dijon, Madame Lopa. Le Conseil général n'est pas une annexe de la mairie de Dijon, comme vous le souhaiteriez. Nous travaillons pour la Côte d'Or, c'est-à-dire pour Dijon et pour tous les territoires. Et croyez-moi, Dijon est très bien servi, dans toutes les aides du Conseil général. Je peux même vous donner la liste de tous les groupes scolaires dans votre canton qui ont été aidés par le Conseil général, Madame. Non, mais la réalité, c'est pas en mettant. Alors, donc tout ça. Attendez. Non, mais tout ça pour dire que réjouissez-vous. Les gens ruraux sont les oubliés de la France aujourd'hui. Et c'est pas en posant un musée au parc contre la mairie. Réjouissons-nous. 60 millions d'euros, Alésia, on a voté pour. Réjouissons-nous d'avoir doté la Côte d'Or. 60 millions d'euros pour un musée au parc. Réjouissons-nous quand même quelques instants. La réalité, elle est ainsi. Oui, mais attendez, l'effet d'entraînement sur le territoire, effectivement, il prend un petit peu de temps. Alors, attendez, donc réjouissons-nous quand même. Je dis 3 millions pour l'agriculture en Côte d'Or, quand même. Vous avez Parce qu'Edouard Cavin dit le monde rural est le grand oublié du Conseil général de Côte d'Or. 3 millions par an. 15 millions d'euros et pas versés directement aux alors, agriculteurs. Madame Popard dit qu'on en fait trop pour l'agriculture, Monsieur Cavin pas assez, donc nous resterons dans une politique équilibrée. Alors ça, pour ce qui concerne le fonctionnement du musée au parc d'Alésia, effectivement, nous souhaitons diminuer la subvention d'équilibre. J'espère bien. C'est pour ça. Et d'ailleurs, Madame Popard, je ne sais pas si vous étiez présente quand on a voté le budget 2015, mais nous sommes passés déjà de 3 millions à 2,5 millions et nous allons continuer à diminuer. Ah oui, vous êtes présente. Vous êtes parmi les plus présentes des forces de progrès. Alors nous allons diminuer cette subvention qui est passée déjà à 2,5 millions et qui va continuer à diminuer. C'est pour ça aussi que nous avons créé une société, que nous avons transformé l'établissement public en société pour avoir une gestion plus réactive. Il faudrait peut-être vous réveiller parce que franchement, 3 millions d'euros par an, ça fait beaucoup pour attendez, Madame Popard, vous savez de combien... Cyril Bignot a une question précise à vous poser. Combien coûte le musée des Beaux-Arts de Dijon aux contribuables dijonnais en fonctionnement? Madame Popard, au musée des Beaux-Arts, 170 000 visiteurs au musée des Beaux-Arts, mais 140 000 à Alésia. J'aime beaucoup Alésia, mais ça n'a rien à voir. Mais attendez, quel est le coût de fonctionnement du musée des Beaux-Arts à Dijon? Ça n'a rien à voir, monsieur Madame Bichot. Popard, vous avez une idée un petit peu? Ça n'a rien à voir, monsieur. Pardonnez-moi, mais on avait prévu de parler de politique pour la suite. Mais moi, il y a quand même une question. Ce que je veux dire, c'est que un tiers du budget d'Alésia est couvert par des recettes. Par les recettes des gens qui rentrent ou qui achètent à la boutique. Le musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est 2%. Elles sont pas très importantes. Alors en matière de gestion, si vous voulez, Madame Popard, pas très importantes, avec 4 ou 5 millions d'euros de déficit. Vous devriez savoir qu'à Dijon, le musée est gratuit. Tous les musées sont gratuits à Dijon. On va le faire, Dominique Grimpré. Je vous dis pourquoi, parce qu'on voit le PS et l'UMP qui donnent le spectacle qu'ils donnent depuis des années et qui font qu'aujourd'hui le Front National monte. Donc moi je regrette ça. Il nous reste 6 minutes avant la pause de midi, c'est le moment de passer à Politique. Il y avait juste Cyril Bignot avait une remarque à vous faire. Par leur attitude. S'il vous plaît. En ce qui concerne du PS, c'est de... Non, mais il faut qu'on l'investissement réalisé, il est de 27 millions d'euros pour le centre d'interprétation. Il faut qu'on avance un peu. Si le gouvernement ne change pas de politique, je peux vous le dire, la deuxième tranche qui était le musée
si le gouvernement ne change pas de politique par rapport au musée au parc d'Alésia, Madame Popard, la deuxième tranche, effectivement, ne pourra pas être réalisée. Je rentre là. Non, mais je vous coupe, Emmanuel Bichon, vous êtes très en avance, pardon. Non, je dois vous couper, vous êtes très en avance sur le temps de parole, Emmanuel Bichon. Les aides vont au musée des Beaux-Arts de Dijon. On me dit à l'oreille que vous avez explosé votre temps de même parole. Monsieur Molinoz, S'il vous plaît. Mais vous êtes incroyable en Côte d'Or, quand même. Vous êtes incroyable. Moi, je regrette justement. On sent que vous êtes très animé. Je regrette cette façon de débattre, justement, parce que nous. Qu'est-ce qu'on veut en Côte d'Or? On vit dans un département où on vive le mieux possible. Quand on regarde les collectivités, que ce soit le département ou la communauté urbaine ou les communautés de communes, les élus essayent de faire des efforts par rapport au fonctionnement et ils y arrivent pour la plupart pas trop mal. On essaye quand même encore d'investir dans toutes nos structures où on est en place et on n'y arrive pas trop mal. Donc ce débat qui consiste entre le PS et l'UMP à se critiquer systématiquement, moi je vais prendre un exemple national parce que moi j'ai été attristé par ça. La loi Macron par exemple, qui est une loi de philosophie libérale, c'est une loi de droite, on peut le dire, eh bien les députés UMP s'apprêtaient à voter contre. Eh bien quand nos concitoyens ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent il y en a marre, on va voter pour le Front National. Et moi, c'est mon grand combat aujourd'hui, c'est contre le Front National. C'est pas contre l'UMP et le PS où il y a des gens de qualité dans les deux. L'UMP et du PS, c'est point numéro 1, faire barrage au Front National, point numéro 2, faire barrage au Front National, point numéro 3, faire barrage au Front National. Vous pouvez rajouter le modem. Nous aussi, c'est faire barrage au Front National. Non, mais l'ensemble des formations politiques. Donc ne vous étonnez pas que les électeurs viennent nous rejoindre et lisent nos programmes et y trouvent un intérêt aujourd'hui. On laisse répondre Isabelle de Almeida pour que tout le monde rattrape un petit peu de retard, mais vous aurez la parole, Emmanuel Bichon. Est-ce que nous le ferons pas? S'il vous plaît. Monsieur Bichon, vous avez déjà beaucoup dit. Ne m'obligez pas à vous couper la parole, Isabelle de Almeida. Moi, je pense que par rapport à l'enjeu de ces élections pour le 22 mars, moi, je suis assez désolée de voir globalement, je ne parle pas que sur le plateau, globalement, que le débat n'est pas porté sur les enjeux départementaux. En fin de compte, il y a très peu, heureusement qu'on a ce débat à François ce matin, mais en fin de compte, tout ce que les gens entendent, on ne parle pas des enjeux, de l'avenir des départements, déjà en premier, des moyens pour répondre aux besoins des gens. Et du coup, tout est dévié sur d'autres questions. Et puis le deuxième point, donc on a l'impression que la campagne est un peu compliquée, parce que les gens... Il y a une partie encore des gens qui ne savaient pas qu'il y avait les élections le 22 mars. Des gens qui ont l'impression, à un moment donné, on a parlé disparition des départements, compétences. C'est vrai que les gens peuvent se demander pourquoi aller voter sur des compétences qui sont en train d'être examinées à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est quand même assez compliqué quand même d'intéresser les gens quand on fait des réformes territoriales qui, en fin de compte, risque d'éloigner par rapport aux compétences, etc. Si je vous dis, en me faisant là aussi l'avocat du diable, que ce qui est compliqué à comprendre pour les gens, c'est aussi des changements à l'intérieur des anciennes majorités, avec en particulier votre parti extrêmement offensif contre le gouvernement, ce qui change la donne de ces élections. Non, puisque comment le gouvernement, depuis 2012... le Parti communiste... On note clairement une position du front de gauche de façon globale plutôt offensive vis-à-vis du gouvernement. M. Grimpré vient de dire que le projet de loi Macron est un projet de droite et libéral. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'après, les forces de gauche, je fais partie des forces de gauche, on s'oppose à ce projet de loi Macron. Donc là, le spectacle qui a été donné, en plus de manière très autoritaire avec le 49.3, n'aide pas les gens à s'intéresser à la politique. Et la plupart des gens qui ont voté... On le voit bien, de toute façon, qui ont voté pour François Hollande au deuxième tour et qui ont mis en place une majorité à l'Assemblée nationale majoritairement socialiste, sont déçus par la politique qui est mise en place. Je ne suis pas sûre que ce débat fasse avancer les choses pour le Conseil général. Je vous prie de m'excuser, parce qu'à force de continuer à parler du département, de ne pas vouloir parler du département, ça désespère les gens parler de la du politique. gouvernement. Mais les déceptions, vous participez au fait que les gens ne savent pas pourquoi ils vont voter. Ils vont voter pour donner une majorité au Conseil général. Vous avez brouillé les cartes depuis des mois et des mois. Revenons aux compétences du Conseil général et disons aux gens pourquoi il faut qu'ils aillent se mobiliser. Moi, je me bats contre l'abstention. L'abstention. Parce que c'est ça qui va nous faire mal. Le désintérêt de la politique de nos concitoyens. Si on continue à parler du gouvernement alors qu'on va se présenter au départemental, les gens ne vont rien comprendre. C'est une élection locale. Moi, je suis une élue locale. Et je parle aujourd'hui de ce que je vais proposer, de ce que nous allons proposer dans le département si nous le gagnons. Que vous cherchez à les embobiner.
et à escamoter cette élection, parce que vous avez peur d'une déculottée, Madame Popard. Oh, bon, mais je vais vous dire, pas ce du- que mais vous, pourquoi ce que vous vous parlez distribuez comme dans la ça rue, ce sont les documents des municipales. Mais c'était en 2014, Mais les élections vous municipales. les avez lus, mes documents? Mais oui, ce sont les Mais non, documents vous les municipales. avez Vous avez pas juste lus. changé la date. Mais pas du tout. Mais Donc, je pense que chacun va comprendre qu'on parle quand même du Conseil général et du département de la Côte d'Or. À des représentants, il en aura, et c'est normal qu'un parti qui représente Qui est le premier parti de France, c'est plus que à normal 30% qu'il ait des des- votants, d'après les sondages, ait des représentants dans toutes les collectivités. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait normal. On pourra d'ailleurs se combattre politiquement comme ça en face. Par contre, ça peut avoir des conséquences. Je vous coupe, le journal commence dans 8 secondes. Ce sera le début de notre discussion tout à l'heure, ce qui va se passer éventuellement après le résultat de ces élections. On se retrouve dans 5-6 minutes pour la deuxième partie de La Voix libre.